Joël, un père de famille dévoué, contemplait une photo de ses 5 enfants et de sa femme, Agatha, prise il y a 10 ans dans un parc. Pendant 25 ans, il avait été un mari et un père exemplaires, aimant et protecteur, mais récemment, des doutes l'assaillaient. Ses enfants Clara, Marcus, Lily, Darren et Jenny avaient des traits physiques qui ne correspondaient ni aux siens ni à ceux d'Agatha, les yeux noisettes de Clara, la grande taille de Marcus, les fossettes de Darren. D'abord, Joël se rassurait en se disant que l'amour primait sur le sang, mais ses soupçons grandissaient. Un après-midi, alors que la maison était vide, il collecta discrètement des brosses à cheveux et des brosses à dents pour effectuer des tests ADN. En scellant les enveloppes, ses mains tremblaient, il redoutait autant d'avoir tort que d'avoir raison. Pendant les semaines d'attente, il maintint une façade normale, embrassant Agatha, aidant les enfants avec leurs devoirs, tondant la pelouse, mais l'angoisse le rongeait. Lorsque les résultats arrivèrent, il s'enferma dans la salle de bain. Les rapports étaient clairs, aucun des 5 enfants n'était biologiquement le sien. Assis au bord de la baignoire, Joël relut les documents, espérant une erreur, mais la réalité était implacable. Les souvenirs de leurs anniversaires, spectacles scolaires et nuits à l'hôpital s'effondraient. Cette nuit-là, il ne dormit pas, évitant le regard d'Agatha, tandis que les enfants riaient à table, inconscients du chaos intérieur de leur père. 2 jours après la réception des résultats ADN, Joël trouva le courage de confronter Agatha. Ils s'assirent dans leur chambre, Agatha enveloppée dans une couverture, ses jambes frêles repliées sous elle. Elle luttait contre une maladie depuis plus d'1 an, son corps autrefois robuste désormais affaibli. Joël, la voix basse mais ferme, lui annonça qu'il avait fait un test ADN sur les enfants et qu'aucun n'était le sien. Agatha écarquilla les yeux, ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais elle resta muette. Puis, son visage se décomposa, et elle éclata en sanglots, s'excusant à travers ses larmes. Elle avoua avoir eu une vie secrète avant et même après leur mariage, fréquentant d'autres hommes pendant que Joël travaillait tard ou était absent. Elle ne connaissait pas les pères des enfants, n'ayant parfois même pas demandé leur nom. Elle expliqua qu'elle avait eu peur que Joël la quitte et qu'avec le temps, elle s'était convaincue que cela n'avait pas d'importance, car Joël était leur père dans tous les sens qui comptaient. Joël, accablé par la trahison, ferma les yeux, incapable de répondre. Il quitta la pièce, les documents ADN toujours à la main, cherchant à respirer face à l'effondrement de sa réalité. Cette nuit-là, il ne dormit pas, fixant la photo de famille, se demandant comment 25 ans d'amour pouvaient cacher un tel mensonge. Joël passa la nuit dans le salon, tenant la photo de famille, scrutant chaque visage, Clara, responsable, Marcus, l'amuseur, Lily, douce, Darren, sérieux, et Jenny, la cadette encore au lycée. Il se remémora leurs premiers pas, leurs premiers mots, Jenny s'accrochant à lui pendant les orages. Ses souvenirs n'avaient pas changé, mais tout était différent. La photo lui glissa des mains, le cadre se brisant sur le sol, un symbole de sa vie fissurée. Le lendemain matin, alors qu'Agatha dormait encore, Joël appela un avocat pour entamer une procédure de divorce, incapable de continuer après une telle trahison. Il sortit sur le porche pour regarder le lever du soleil, un froid inhabituel l'envahissant. Les jours suivants, il se montra distant, évitant Agatha et parlant peu aux enfants, déchiré entre tristesse, colère et trahison. Pourtant, il ne pouvait haïr Agatha complètement. 25 ans ne s'effaçaient pas si facilement. La santé d'Agatha déclinait rapidement, elle bougeait plus lentement, respirait difficilement. Joël l'emmena chez le médecin, non par amour, mais par devoir. Le médecin confirma que son état empirait, les médicaments devenant inefficaces. Ce soir-là, Agatha, sentant son départ imminent, remercia Joël d'avoir été un père exceptionnel pour les enfants, malgré ses erreurs. Joël, incapable de répondre, hocha simplement la tête, son cœur lourd de contradictions. La santé d'Agatha s'effondra brutalement cette nuit-là. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital, inconsciente à leur arrivée. 3 jours plus tard, elle décéda, les papiers de divorce, encore non signés, restant inutiles. L'enterrement fut discret,
réunissant amis proches, voisins et les enfants autour de sa tombe. Joël resta immobile, son visage indéchiffrable, partagé entre la perte de la femme qu'il avait aimée et la découverte de ses mensonges. Les enfants pleuraient, Jenny s'accrochait à son bras, Lily et Clara se tenaient la main, les garçons tentaient de rester forts. En déposant une rose blanche sur le cercueil, Joël rendit hommage aux années partagées, sans pardonner, mais en respectant leur passé commun. Cette nuit-là, la maison était étrangement silencieuse, sans les habituels murmures d'Agatha. Joël s'assit seul à table, entouré de 5 chaises vides, jusqu'à ce que les enfants descendent lentement, s'asseyant en silence. Jenny prit sa main, Clara posa un bol de soupe devant lui, un geste simple mais chargé d'amour. Malgré leur chagrin, ils craignaient de perdre leur père après avoir perdu leur mère. Joël, submergé, ne parla pas, mais hocha la tête, et ce dîner, bien que silencieux, n'était pas dénué de chaleur. Les enfants étaient revenus vers lui, même s'ils doutaient encore de pouvoir rester. 2 jours après l'enterrement, alors que les visites s'espaçaient et que la routine reprenait, Joël prit une décision radicale, il prépara une valise, déterminé à partir. La douleur de la trahison était trop profonde, le mensonge d'Agatha trop lourd. Mais alors qu'il fermait son sac, Clara entra dans sa chambre, suivie de Marcus, Lily, Darren et Jenny, tous silencieux. Clara demanda doucement s'il partait, et Joël, honteux, admit qu'il pensait en avoir besoin. Il leur avoua la vérité, leur mère avait menti, il n'était pas leur père biologique, et ils se sentaient étrangers dans cette maison. Un silence pesant s'installa, brisé par Jenny, qui s'avança en pleurant, affirmant qu'il était leur père, celui qui la réconfortait lors des cauchemars, qui l'emmenait à l'école. Les autres acquiescèrent, les larmes aux yeux, insistant sur le fait qu'il l'aimait et qu'il l'aurait toujours appelé « papa », même en sachant la vérité. « Ne nous quitte pas, pas maintenant, jamais », plaida Marcus. Joël, bouleversé, regarda leur visage, aucun ne portait son sang, mais tous portaient ses souvenirs, ses sacrifices, son amour. Il s'effondra sur le lit, pleura pour la première fois depuis la révélation, et les serra dans ses bras, promettant de rester. Après avoir choisi de rester, Joël traversa des jours lents et silencieux, mais un changement s'opéra. La douleur revenait parfois, lorsqu'il voyait une vieille photo ou entendait un rire familier, lui rappelant que sa vie passée n'était qu'une illusion. Mais les enfants firent des efforts pour combler ce vide. Clara se mit à cuisiner plus souvent, Lily l'aidait dans la maison, Darren lui demandait des conseils pour ses projets scolaires, Marcus vérifiait son état chaque soir, et Jenny ne se couchait jamais sans un câlin. Ces gestes simples redonnèrent à Joël un sentiment de raison d'être qu'il n'avait pas ressenti depuis des semaines. Il recommença à travailler à temps partiel, emmena Jenny à l'école, apprit à Darren à réparer une fuite sous l'évier. La vie n'était pas parfaite, mais elle guérissait. Une nuit, assis sur le porche avec un café, Clara le rejoignit et lui demanda s'il regrettait d'être resté. Joël, contemplant les étoiles, admit qu'il y pensait parfois, mais ne regrettait pas sa décision. Clara sourit et murmura, « Peu importe ce que disait ce test, tu as toujours été mon père. » Joël ne répondit pas, mais serra sa main, un lien silencieux scellant leur nouvelle dynamique familiale, fondée non sur le sang, mais sur le choix et l'amour. Les années passèrent rapidement. Les enfants grandirent et réussirent brillamment, Jenny obtint son diplôme avec mention, Clara devint infirmière, Marcus lança une entreprise de design graphique, Darren entra à la faculté de droit, et Lily étudia la psychologie. Joël assista à chaque remise de diplôme, assis au premier rang, fier comme un père. Personne autour de lui ne connaissait la vérité sur leur lien biologique, et cela n'avait pas d'importance. À la remise de diplôme de Jenny, elle courut dans ses bras, criant « J'ai réussi, papa !» Joël, retenant ses larmes, répondit « Oui, tu as réussi. » Chaque étape renforçait sa conviction que l'amour, et non le sang, définissait leur famille. Les jours difficiles persistaient, surtout pendant les fêtes, où l'absence d'Agatha se faisait plus pesante, mais les enfants ne le laissaient jamais s'isoler, l'appelant, lui rendant visite, l'incluant dans tout. Un été, Clara organisa un voyage familial à la campagne, juste nous, comme avant, dit-elle.
Ils firent des randonnées, rirent, et se retrouvèrent trempés sous la pluie. Joël n'avait pas souri aussi largement depuis des années. À mesure que les enfants quittaient la maison pour bâtir leur propre vie, celle de Joël devint plus calme, mais cette fois, c'était une paix douce, celle d'un père qui savait avoir accompli sa mission. 10 ans plus tard, les 5 enfants de Joël, désormais adultes, avaient tous réussi. Marcus avait vendu son entreprise pour des millions, Clara était infirmière en chef, Darren dirigeait son propre cabinet d'avocat. Lily avait publié un livre sur la guérison des traumatismes, et Jenny, avant 30 ans, avait créé une start-up à succès, apparaissant sur des couvertures de magazines. Ils n'oublièrent jamais Joël. Un week-end, ils l'invitèrent dans une propriété à la campagne, prétendant organiser une simple réunion familiale. À son arrivée, Joël fut stupéfait, une maison moderne et élégante se dressait sur une colline. Clara annonça, « C'est à toi. » Jenny, les larmes aux yeux, expliqua qu'il l'avait acheté pour lui, en reconnaissance de tout ce qu'il leur avait donné. Darren ajouta, « Tu nous as tout offert, maintenant c'est notre tour. » Joël explora la maison, émerveillé par chaque détail des photos de leurs anniversaires, remises de diplômes, vacances accrochées au mur. Dans le couloir, un cadre portait une citation, « Un père n'est pas celui qui donne la vie, mais celui qui la rend précieuse. » Joël sentit sa poitrine se serrer. Ce n'était pas seulement une maison, c'était un héritage, un symbole de l'amour qu'il leur avait offert et qu'il lui rendait au centuple. Joël emménagea dans sa nouvelle maison avant l'automne, s'adaptant lentement à cet espace spacieux et paisible. La maison était chaleureuse, décorée avec soin par les enfants, tapis doux, photos de famille, et même son fauteuil préféré près d'une fenêtre donnant sur le jardin. Il aimait particulièrement le patio arrière, d'où il voyait les collines s'étendant à l'horizon, et où il buvait son café chaque matin. Les enfants continuaient de veiller sur lui, Clara apportait des provisions, Marcus installa un système domotique, Lily et Jenny aménagèrent le jardin, et Darren s'occupa des formalités. Un soir de décembre, Joël reçut une lettre de l'hôpital où Agatha était décédée, accompagnée d'une note manuscrite qu'elle avait laissée. Tremblant, il l'ouvrit. Agatha écrivait, « Joël, si tu lis ceci, je suis probablement partie. Je n'ai pas pu te dire au revoir correctement. Je sais que je t'ai blessé, et je n'attends pas de pardon. Mais merci d'avoir été un père et un mari que je ne méritais pas. Si je pouvais revenir en arrière, je changerais tout. Reste pour eux, ils ont besoin de toi. Avec toute la vérité que j'aurais dû te donner plus tôt, Agatha. » Joël lut en silence, sans larmes, mais avec une acceptation tranquille. Il rangea la lettre dans une boîte en bois, avec une photo de leur mariage, une lettre de Jenny à 10 ans, et une photo de la famille à la plage, choisissant de se souvenir de ce qu'ils avaient construit ensemble. Joël vécut jusqu'à ses 80 ans, entouré de ses enfants devenus parents. À son 65e anniversaire, ils organisèrent une fête dans sa maison, où rire, musique et souvenirs emplissaient l'air. Une plaque dans le jardin, sous un arbre planté pour lui, portait l'inscription « À notre Père, notre fondation, notre force, pour toujours. » Jenny déclara « Tu nous as tout donné, pas ton ADN, mais ta vie, ton amour, ton nom. » Joël, ému, murmura « Merci de m'avoir choisi. » À la fin de sa vie, alité, il confia à Clara que rester avait été sa meilleure décision, non pour ce qu'il avait reçu, mais pour ce qu'il était devenu. Il s'éteignit paisiblement, entouré de sa famille. Lors de son mémorial, Clara raconta comment Joël avait choisi de rester malgré tout, façonnant leur vie par sa présence. Il fut enterré sous l'arbre, une pierre ajoutée, Joël Adams, père par choix, aimé infiniment. Des années plus tard, ses petits-enfants jouaient sous cet arbre, écoutant les récits de leurs parents sur l'homme qui avait tout donné, prouvant que la famille se construit par le cœur, et non par le sang. Son journal, devenu un livre intitulé Pas par le sang, devint un trésor familial, un témoignage de résilience et d'amour choisi.